Ça m'a aidé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis très ravi de pouvoir faire ce deuxième live, le deuxième live Instagram, avec trois personnes assez vraiment atypiques. Donc, je fais une petite intro déjà pour vous remercier, remercier tous les internautes, voilà, qui m'envoient plein de messages d'encouragement, des témoignages, notamment le dernier épisode sur les Hmong, qui était vraiment super. Il y a eu vraiment que des beaux retours et je suis vraiment très content. Et donc, mes invités, en tout cas, vous remercie également. Euh, c'est vraiment très très touchant, vraiment vos retours. Quant à moi, je vais très bien. Je prépare le Sabaody Run, je vous en dirai un peu plus. Ça me prend beaucoup de temps. C'est pas mal d'organisation, au-delà de faire bien sûr 11 marathons, ce qui est déjà énorme en une année. C'est toute l'organisation qui est derrière, hein. Là, je suis en train de vraiment de contacter des médias d'Asie du Sud-Est dans les 11 pays. Voilà, j'ai quelques partenaires qui sont greffés, quelques soutiens, mais voilà, je vous en dirai plus en détail le moment venu. Bon, je vais accepter les personnes qui sont présentes. Alors, on va tester. Tac. Coucou, Coucou, comment tu vas, ça va bien Dara? toi? On s'habitue là. Je suis en train de régler le son. Je t'entends très bien en tout cas. Super, trop contente. Bon, J'espère un peu dans la jungle, un peu ouais, perdue en nature. je vois ça, c'est sympa là, le cadre où t'es. Ouais, c'est trop bien. Je Bon, suis ravie. bah ouais, depuis le temps qu'on se parle et tout, bah c'est pareil pour moi. Euh, tout ce que tu fais, hein, c'est vraiment super sympa parce que toutes tes vidéos, super bien filmées, c'est beau, c'est propre et puis ce que tu transmets derrière aussi. On va pouvoir en parler. Avec plaisir. Alors, je crois qu'elles va se connecter toutes les deux, mais il faudrait qu'elles me fassent la demande comme tu as fait. Ah, voilà, ici, là. Ok. Il reste plus que toi, Souta. Ah, c'est les lives, hein. C'est vivant les lives. C'est sûr. Hello. Coucou, coucou, bisous d'or. Comment Vous tu m'ent- vas? Ça va très bien, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ouais, je t'entends. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien par la grisaille parisienne. Quand tu rentres d'Asie, t'es un peu dégoûté. Ouais. T'étais où? T'étais au Laos, au Thaïlande? J'étais au Laos pour le Pimaï et puis Ah, après j'ai fait 10 jours à Bangkok. ouais. Ouais, c'est pas pareil, hein. Vacances. Non. C'est pas la même température, la même ambiance. Ah non, j'entends les oiseaux, j'adore. Oui, c'est mes oiseaux, c'est ici. Je peux éteindre le micro aussi s'il y a un problème, hein. Enfin, si ça vous dérange. Ah non, le chant des oiseaux, je crois ça pas que ça me dérange. Je crois que nous, les Parisiens, enfin, ça nous fait du bien, quoi, d'entendre ça. J'aurais trop Alors, aimé être au Laos pour Pimaï, mais bon, j'ai pas pu. Mais je trouve que c'est magique d'y être à ce moment-là aussi. Enfin, moi c'était une première et en plus on était à Luang Prabang avec mes parents, ma meilleure amie. Donc c'était une grande Oh. découverte et j'ai adoré, j'ai envie de me dire, tu sais, presque tous les ans d'y retourner au moins pour la dernière cérémonie où ils ramènent Prabham au VAT, quoi, tu vois. Juste ça, c'est incroyable. Et de l'avoir vécu encore avec mes parents et tout, enfin, moi j'ai adoré partager ça avec eux, avec ma meilleure amie qui s'intéresse beaucoup à la culture. Non, franchement, c'était top. alors, Ah, c'est Souta, mais tu fais la demande, Souta. Tu appuies sur, moi, je fais jamais ça, mais
il y a un petit onglet où tu peux me faire une demande pour participer au live. Tu cliques dessus, et puis moi, après, je t'accepte. Désolé les filles, hein. T'as un onglet en forme de caméra. Ça peut Avec un aider. plus dedans, ouais. Avec un plus dedans, ouais. Voilà, c'est ça. Ça me donne trop envie de te parler du coup maintenant, de savoir si pourquoi tu étais langue Prabang et tout. Pourquoi là-bas? Oui, parce que tes parents, du coup, viennent de langue Prabang. Non, ils sont de Vientiane. Ah, ok. Enfin, mon père est de Vientiane. Bonjour, Sutra. Bonjour, Bonjour. Coucou, Tita. bonjour tout le monde. Voilà, j'ai trouvé Comment tu comment. vas? Ça va bien? Ça va bien, merci. On a beaucoup de grisailles ici en Belgique, donc j'ai Ah ben, rajouté un peu de décidément, lumière. c'est Je vois pas que bon, Dara, quoi. toi, t'as la carte postale, mais nous en Belgique, c'est La du Dara, elle est ciel gris, chanceuse, ouais. très gris. Bon, bah, écoutez, toutes les trois, bah, je suis ravi vraiment qu'on se voit. Bon, pas en vrai, mais au moins on se voit derrière un écran. Et merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et, et surtout, on va parler du Laos, quoi. Donc, je vais faire une petite présentation, comme ça, pour les personnes qui nous suivent. Je vais commencer, allez, par toi, Dara. Tu es artiste, chorégraphe, tu développes, en fait, tu transmets de la danse, on appelle ça comment? De la danse intuitive, donc la reconnexion du corps et de l'esprit. Bon, tu pourras sans doute développer encore plus pendant le live. Et donc, tu as pas mal de monde hein, qui s'inscrit, qui te suivent. Et puis, voilà, moi, comme je te dis tout à l'heure, j'adore ce que tu fais, tes vidéos, c'est super bien fait, super bien filmé, d'ailleurs. Et voilà, je suis très content de te recevoir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis trop contente d'être là et de pouvoir connecter aussi, pas forcément sur la danse, que sur mon Instagram, en général, je parle que de danse intuitive et de bien-être. Et là, j'ai envie de parler du Laos et je suis contente voilà, d'être invitée ici pour être avec vous aussi, les filles, de pouvoir parler de nos origines et ce qui nous connecte. Donc, pour moi, c'est une première. Je suis trop contente. Et voilà. Plaisir partagé. Visuda, toi, tu es fondatrice d'Eval Formation. Tu peux nous en dire un peu plus. Donc, toi, tu veux mettre l'humain dans l'intelligence artificielle. Bah, que l'humain, la place de l'humain est très importante pour toi. Tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce que tu transmets. Et aussi, tu vas nous parler aussi, tu m'avais envoyé un message pour parler de la Villa Manoli. Exact. Donc, l'une des plus anciennes gatehouse de la ville que ton père tente de préserver Exact. pour honorer l'héritage familial dans un Exactement. monde en pleine transformation. Tout à fait. Donc, merci à toi d'être présente. Merci à toi pour l'invitation et je partage ce que dit Dara aussi. Je suis très contente d'être là ce soir avec vous et puis de pouvoir parler de ma culture, mon pays. C'est un truc. Je suis conférencière aussi et ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai l'habitude de prendre la parole ou de parler, mais parler de ma culture, de mon pays, c'est une première. Donc, je suis très contente et ravie d'être avec vous ce soir. Hâte de savoir un peu tout ce que vous avez à dire aussi. Merci. Souta. Donc toi, tu es fondatrice de Sabai. C'est marrant, hein, ça ressemble à Sabadi. Hein. Ça, C'est des ça. points communs. Donc toi, tu incarnes, voilà, tu fais des massages, mais pas que des massages. Hein, tu aussi, comme Dara, hein, tu permets aux gens de se reconnecter au corps, à l'esprit également. Et donc tu accompagnes, tu fais des accompagnements individuels. Donc toi, ce qui est vraiment très important, c'est l'art du toucher et la voix de l'authenticité. Et C'est également, ça. tu as fait aussi plein de choses. Donc, on va pouvoir en discuter plus profondément. En tout cas, merci à toi aussi d'être présent. Mais merci pour l'invitation. Je dois dire, Steven, dès le début où tu as lancé Sabadi Podcast, ça m'a interpellée parce que tu as mis beaucoup de. C'est comme si tu portais la voix, je te l'ai déjà dit, hein, tu donnes la voix en fait à toute notre communauté franco-lao, notre génération qui ne s'est pas forcément rencontrée
et qui peut-être individuellement mène des choses en lien avec ses racines et on se connaît pas. Donc pour moi, c'est une belle opportunité pour déjà vous connaître les filles et puis vraiment mettre en valeur notre belle culture et comment est-ce qu'on l'a intégrée, incarnée en fait maintenant dans notre vie de tous les jours, quoi. Merci. Alors, question à toutes les trois, que je pose habituellement à tous mes invités. Euh, que représente pour vous le Laos? Qui veut commencer? Bah, l'ordre Dara? d'Ara, ça va très bien. Ok. Allez, Dara, tu ouvres le bal. Alors, spontanément, je dirais que le Laos, pour moi, c'est la connexion avec mon père, parce que du coup, je suis franco-laotienne. Mon père est laotien de langue prabang et ma mère est bretonne. Et du coup, je pense que je vais pleurer dans ce live parce que c'est vraiment, c'est vraiment pour moi toute une sphère de ma vie où je sais que quand je suis au Laos, une partie de moi, je ne peux pas être en France. Et à chaque fois que j'y vais, je me reconnecte énormément avec mes ancêtres, avec les rituels, avec l'histoire de ma famille. Et, et je sens voilà, que quand je suis là-bas, j'ai une autre partie de Dara qu'on ne connaît pas en France qui peut exister là-bas. Donc c'est pas facile, je pense que toujours encore aujourd'hui, je mets des mots, j'essaye de mettre des mots dessus. Et c'est toujours un cheminement. Voilà, d'y aller avec ma famille, mais parfois aussi d'y aller seule. Et quand j'y vais seule, c'est aussi différent que quand j'y vais avec mon père. Voilà. Waouh. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr. Ouais, c'est difficile de passer après, du coup. Mais bizarrement, moi, tu vois, alors que mes deux parents sont laotiens, ma maman est de Paxé et mon père de Vientiane. J'aurais pu dire mot pour mot un peu ce que tu as dit parce que même si physiquement j'ai le faciès d'une laotienne, j'ai la culture mélangée franco-laotienne. Et quand je suis en France, on me voit comme une laotienne. Quand je suis au Laos, on me voit comme une française. Donc, un peu comme toi, pour moi, le Laos, c'est ce qui me rattache, moi, à mes grands-parents. C'est les grands-parents que j'ai jamais connus du côté de mon papa. C'est la tante, la sœur de mon père qui est décédée là-bas que j'ai jamais connue. Tu vois, c'est tout ça. Et c'est mon grand-père du côté de ma maman qui est probablement mort là-bas. On sait pas, on connaît pas la fin de l'histoire. Mais un peu pareil que toi, moi, dès que j'y retourne, c'est une reconnexion totale à mon histoire, l'héritage de mes parents. Où, j'aime bien revenir voir, tu vois, l'ancienne maison de ma mère, les anciens quartiers où ils ont grandi. Donc c'est un endroit presque de recueillement, d'introspection aussi. Euh, et c'est le pays où j'ai fait ma première expérience de travail à l'international. Donc ça reste, ça reste là bien profond. Voilà. Souta? Alors, pour moi, Laos, c'est donc mes racines, puisque donc mes parents sont laotiens tous les deux aussi. Je suis la première génération à être née en France. Donc un peu comme les Soudas, en fait, ça signifie que toute ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés à porter cette double culture et à trouver un chemin d'équilibre, en fait, pour assumer la richesse de la culture laotienne tout en s'adaptant, en fait, à la culture française. Donc moi, j'ai grandi avec toute ma grande famille laotienne, en région parisienne. J'ai baigné dans la culture, les traditions, et en même temps avec cette exigence d'être presque plus française qu'une française finalement. Du coup, en grandissant, j'ai eu ces difficultés à trouver comment être complètement moi-même et en fait me reconnaître vraiment à ma nature profonde euh, en ayant le meilleur des deux. Donc il y a un moment, je me sentais soit laotienne, soit française, mais jamais vraiment les deux. Et c'est vrai que mon activité maintenant, en tout cas le massage, c'est lors d'un voyage que j'ai fait au Laos où je suis restée me perfectionner. Bon, je l'ai fait en Thaïlande pour aller dans une école de massage en Thaïlande. Mais quand j'ai fait ce voyage, ça m'a reconnecté à mes racines en fait, le Laos. Et au final, il y a beaucoup, vous savez, de dons en fait qu'on porte
et que naturellement, tout s'est réveillé et comme si tout s'était réconcilié. Et donc ça, c'était il y a 15 ans et après, ça n'a pas arrêté. J'ai pas arrêté après dans ce chemin avec moi-même, d'aller chercher mon authenticité et de vraiment aujourd'hui d'assumer que voilà, je suis française d'origine laotienne, vivant en Belgique, mais et que mon envie est vraiment de faire un pont entre ces deux cultures. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En tout cas, je sais que là, bon, c'est un peu une caricature, mais en France, on est assez dans le jugement. Toi, en Belgique, comment les Belges voient, enfin, c'est comment la mentalité là-bas? Faut pas faire une généralité, mais Ah oui, 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 ben, j'ai été super bien accueillie en Belgique. C'est vraiment un pays très chaleureux. Peut-être que le fait qu'on soit un petit pays fait que il y a une meilleure proximité en fait. Mais alors, un peu comme en France, il y a quand même une méconnaissance en fait de ce qu'est le Laos, beaucoup de clichés. Donc, ben, finalement, j'ai beaucoup informé, je me suis rapproché aussi beaucoup de gens qui voyageaient en Thaïlande et au Laos. Et puis finalement, il y a beaucoup de curiosité. Moi, je trouve que les Belges sont curieux. Et puis, il y a une autodérision aussi en Belgique qui fait qu'on se prend pas trop au sérieux. Voilà. On accueille quand même tout le monde et on se prend pas trop au sérieux. Et ça, c'est quand même chouette. D'ailleurs, mon compagnon est belge. Il me fait rire tous les jours. Et quand, voilà, quand les moments sont durs, on a au moins ça. On a l'humour qui nous sauve. Donc, voilà. alors Dara, pour rebondir sur un autre sujet, j'ai vu dans un de tes posts que là, tu as fait une vidéo en expliquant un peu qui tu es, d'où tu viens et ton parcours. Je m'attendais pas du tout. Tu as eu un accident à l'âge de 16 ans. Donc c'est pas rien. Un accident d'escalade qui t'a euh, marqué, quoi. Et t'as failli te paralyser même. Euh, c'est ça aussi qui, quelque part, au fur et à mesure, après, t'a amené à la danse, à te reconnecter à toi-même, à ton corps. Ce corps qui peut se travailler, évidemment, au fur des années de travail. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens, ce que tu transmets, ce que tu vas dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, bon, c'est un peu long, j'imagine, mais un peu cette histoire. Oui, alors cette histoire, elle a démarré à mes 16 ans. Je suis tombée, comme tu dis, dans un cours d'escalade à l'école. J'étais au lycée. Et, euh, et après cette chute, en fait, j'étais, comme tu l'as dit, mon doigt était fracturé. J'ai failli passer euh, par la paralysie, enfin être paralysée. Et du coup, ensuite, j'ai eu un traitement pour une opération assez lourde pour revisser en fait des vertèbres qui étaient cassées. Et c'est vrai qu'à cette époque, à mes 16 ans, je me connaissais pas. Et je me suis même dit à l'hôpital qu'en fait, je ne me connais pas moi-même. Et c'est comme si c'était cet événement, finalement, un cadeau de la vie pour, en fait, aller plus en profondeur en moi pour me connaître. Et j'ai toujours dansé dans ma vie. J'ai dansé à partir de mes 3 ans dans une école de danse. Et mes parents me disent que quand j'étais enfant, je dansais déjà avec les mains. Et comme dans la danse laotienne, on danse beaucoup avec les mains, mon père me faisait beaucoup écouter les musiques laotiennes et il chantait à la maison. Donc, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup dansé sur de la musique laotienne. Et, euh, et voilà, après, j'ai suivi mon parcours. J'ai dansé dans plusieurs styles jusqu'à mes 16 ans, puisque du coup, à mes 16 ans, je ne pouvais plus danser à cause de cet accident. Euh, j'ai mis la danse de côté et j'ai essayé au fur et à mesure des années de me reconnecter à mon corps avec d'autres pratiques comme la méditation que j'ai découvert et plus approfondie au Laos. Donc ça, j'ai adoré. Et après aussi par le yoga. Et finalement, mon premier amour est la danse, donc j'avais besoin de revenir à la danse. Et je suis revenue à la danse par des pratiques plus douces, plus libres, moins chorégraphiées. Donc au final, je ne suis pas une chorégraphe, je suis plutôt une danseuse qui danse de manière libre et intuitive. Et je me suis formée à cette pratique. Et du coup, c'est ce que je fais depuis 5 ans. Alors avant, j'avais un autre métier. Mais voilà, du coup, depuis 5 ans, je fais ça. Et, et c'est la première fois de ma vie. D'ailleurs, l'année dernière, je suis partie au Laos pour créer une retraite. Donc c'est un séjour de danse pour amener des femmes d'Europe avec moi au Laos
Et du coup, c'est la première fois que je travaillais au Laos dans mon domaine de la danse. Et voilà. Donc, du coup, c'était aussi l'occasion pour elles de se reconnecter à leur corps, évidemment à leur mouvement, à leur bien-être, à venir libérer les choses aussi dans le corps, mais aussi dans un cadre magnifique à Luang Prabang, où on a pu chaque après-midi aller découvrir la culture, l'histoire, les temples. Et j'étais très heureuse de faire ça. Une chose qui m'intrigue, tu sais, dans la danse, ça dépend aussi du lieu dans lequel on pratique, mais du coup, qu'est-ce que tu as ressenti en étant là-bas? Euh, Justement, j'ai ressenti que c'était très fluide pour moi, parce qu'on sait que parfois Trayola, ça peut être un peu, enfin, il peut y avoir des surprises, on sait pas comment ça peut se passer, et surtout moi, c'est la première fois que je travaille au Laos. Donc, être là-bas et danser là-bas, c'était très fort pour moi en termes de terre. Enfin, la terre, parce que mes grands-parents sont de Luang Prabang. Donc pour moi, c'était aussi revenir à mes racines. Et du coup, j'ai aussi pu montrer les rues où mon père a grandi, où toute l'histoire en fait de ma famille. Et en fait, c'est la première fois, grâce à cette retraite, c'est la première fois que je me sentais laotienne au Laos. Et je pense c'est parce que j'ai pu me prouver à moi-même que je pouvais en fait y être sans mon père. Parce que mon père il n'a pas pu venir et en général c'est lui qui fait le guide, qui nous emmène partout, qui va au marché, qui nous achète le petit déjeuner et tout ça. Euh, et du coup en général au Laos je me laisse vivre parce que je sais que mon père l'a tout géré. Et là c'est la première fois où en fait j'avais la posture plus de mon père et je devais amener un groupe là-bas et leur faire découvrir ma culture. Donc c'est la première fois de ma vie que je me suis sentie laotienne au Laos. Donc ça a été très fort pour moi. Wow. Ouais, j'imagine. Toi, Souta, du coup, ouais, il y a une connexion aussi avec ce que fait Dara également. Ouais, je résonne beaucoup avec ce que tu dis, Lara. Bah déjà, je voudrais juste prendre 2 minutes parce que je vois sur le chat, en fait, ça fait 3 jours que je parle de ce live. Alors du coup, il y a toute ma communauté qui est présente et je lis beaucoup de messages de soutien. Alors je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Et voilà, Jeanne-Marie me parle du massage et c'est vrai que, en fait, je suis revenue au massage parce que j'avais un métier qui était très cérébral et donc qui occupait beaucoup ma sphère mentale. Et il me manquait quelque chose, au niveau de ma des sens et du cœur. Et je suis revenue au massage et quand j'ai recommencé à faire du massage, je me suis rendu compte en fait que dès l'âge de 5 ans avec ma grand-mère, en fait je massais la famille. Ma grand-mère finissait de manger, elle me disait viens monte sur mon dos et alors je marchais comme ça sur son dos pendant sa sieste et elle se mettait à dormir. Ma grande tante installée au bout du canapé et alors on faisait massage du crâne et je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait partie de notre quotidien dans la santé. En fait, on se massait. Et puis, ben, c'est après que quand j'ai professionnalisé ça, quand je suis allée en formation, que j'ai vraiment compris que c'était une philosophie de vie, que ça faisait partie intégrante en fait de la bonne santé en fait des Asiatiques et particulièrement en Thaïlande et au Laos. Et quand je suis rentrée, vous imaginez quand je suis rentrée après de Bangkok, j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir en Belgique et de retravailler dans mon métier. J'étais consultante en informatique, donc c'était un très gros contraste, Ouais. mais j'ai persévéré, j'ai continué, je me suis dit, bah, je vais continuer parce que ça me fait déjà moi du bien, en fait. C'était ma façon, en fait, de me reconnecter au corps et de me reconnecter à mes sensations et de plus être dans une suractivité mentale qui me faisait complètement passer à côté et de mon corps et des ressentis de mon corps, mais aussi à ce qui vibrait dans mon cœur, ce que j'avais vraiment envie d'investir. Et le massage, euh, ça a pris du temps pour que ça se fasse connaître aussi, parce qu'au début, j'ai aussi eu beaucoup de clichés par rapport au massage thaï. Mais il faut savoir que le massage thaïlandais, c'est un art c'est un patrimoine protégé de l'UNESCO. Et donc, voilà, c'est vraiment reconnu dans une médecine de prévention. Voilà. Et D'ailleurs, j'aimerais voilà. bien avoir ton avis, Souta, concernant les massages, tu vois, thaïlandais mais touristiques, et les Oui. massages, comme tu dis, toi, d'art, il y a une grande différence, j'imagine. Eh bien, alors oui, en fait,
je pense que tout vient de l'intention. Je pense que ça vient de la posture de la praticienne et de L'énergie de l'intention. la personne. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que la pratique en soi, dans l'outil du massage traditionnel thaïlandais, qui est quand même un outil voilà, à base d'acupression, qui ressemble beaucoup au yoga, donc on l'appelle parfois le yoga massage. On va faire des étirements, des torsions, on va aller vraiment rencontrer la chaîne musculaire. Et l'outil est super, mais je pense que c'est l'intention, la posture du praticien qui doit être voilà, au clair avec soi-même. Et donc, moi, je me souviens, une des premières fois où on s'est fait masser avec mon compagnon ensemble, il y avait un rideau qui nous séparait en fait dans la pièce. Et lui, je l'entendais qui faisait oh, oh, oh. Et puis il me dit à la fin du massage, elle a fait des papiers cadeaux avec mes pieds. Parce que c'était la première fois qu'il vivait ça et il me disait, elle n'a pas vraiment été à l'écoute en fait de son besoin. Voilà. Ah oui. C'est Il vrai a pris qu'un massage traditionnel. le massage très fort. Ouais, et alors il avait beau dire euh, easy, easy ou soft, et bah soft déjà là-bas c'est assez puissant en fait. Ouais. Donc voilà. Et je me suis dit ça. Je me suis dit moi quand je reviendrai en Europe et que je pratiquerai, j'aurai une démarche à l'écoute en fait vraiment de la personne, de son besoin. Et c'est clair que le corps d'un Européen avec le corps comme on l'a pratiqué sur un Thaïlandais ou sur un Laotien est totalement différent. La souplesse, il y a beaucoup de raideur ici en France, en Europe. Donc voilà. Oui, la densité aussi, hein. C'est la densité de la peau et tout. On n'a pas du tout la même densité de peau, hein. Ah oui, Ouais. oui. Alors toi, Visuda, alors c'est un autre univers, mais tu fais aussi quelque part cette démarche-là. Tu mets de l'humain dans on va dire dans l'IA quoi, transformation digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta démarche? Ben, moi, j'ai du coup un cabinet de conseil dans l'intelligence artificielle. Mon métier, c'est d'intégrer l'IA de façon éthique et responsable dans le quotidien des entreprises pour justement pas remplacer l'humain, mais le sublimer. C'est vraiment le leitmotiv, enfin, sur ce sur quoi on attache beaucoup d'importance, parce que je suis aussi associée avec mon frère sur cette société. Et je rebondissais un peu. On a aussi un organisme de formation, donc on forme aussi. Je passe mon temps à faire plutôt des conférences, des ateliers, tout ça. Et puis du coup, pour ceux qui ont besoin d'avoir des agents IA, par exemple, on a un studio de production. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Mais je voulais rebondir un peu sur ce que Dara disait tout à l'heure, parce que tu disais que tu avais expérimenté une première expérience au Laos, etc., que tu t'es sentie laotienne au Laos. J'ai vécu la même chose, moi, en 2008, pour les Jeux d'Asie du Sud-Est. Du coup, j'ai eu l'occasion d'y travailler pour m'occuper du staff d'accueil dans l'espace de restauration au sein des Jeux, tu vois. Donc, c'était la première fois que je venais au Laos et j'y suis venue toute seule, en fait. Parce que j'y suis venue avec un visa de travail chez ma tante. Et du coup, je me souviens, parce que ce que tu disais au départ, ça a fait écho en moi. Je me souviens encore de quand j'ai atterri. J'ai pleuré en fait. Parce que je me suis rendu compte que déjà, j'arrivais sur la terre enfin, mes racines. J'étais seule. Et en fait, j'ai découvert un aéroport qui ressemblait à un VAT pour moi. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Tu vois, quand tu vois Bataille pour la première fois, et là, j'ai vraiment réalisé que, ah ouais, en fait, là, tout ce que j'avais appris, etc., sur mon pays et ma culture, là, j'allais vraiment le vivre parce que j'ai, un peu comme toi aussi, Soutar, moi, j'ai vraiment été intégrée et grandi dans un environnement où on apprenait tout. Enfin, moi, la méditation, tu vois, je l'ai appris, tu vois, je devais avoir 5 ans, tu vois, j'ai appris à prier avec ma mère, on priait tous les soirs et tout ça. Ma grand-mère, on allait toujours au VAT et tout. Donc, et là, mais cette expérience a été juste incroyable parce qu'elle te reconnecte à la réalité aussi de ta culture, de ce que ont vécu tes parents, parce que moi j'ai fait l'inverse. J'ai fait France-Laos. Eux, ils ont fait l'inverse, même s'ils parlaient déjà français. Donc ça a été pour moi un voyage au-delà de l'expérience professionnelle qui était incroyable, hein. Tu vois tous les coachs de tous les pays d'Asie du Sud-Est et tu t'échanges avec les sportifs, c'était incroyable. Au-delà de ça, euh, moi aussi, ça a été un déclic pour moi. Et ça a été, tu sais, c'est un côté où tu acceptes plus qui tu es et ta culture parce que en France, c'est un tard un peu, tu vois, t'es toujours en concurrence avec les gens. Moi, je me souviens, mes meilleures amies, quand je ramenais des notes à l'école, que je les disais à leur mère, elles gronderaient presque leur fille parce que j'avais des meilleures notes qu'elles, tu vois, c'était un peu le truc comme ça. Donc, t'es toujours en concurrence quand même avec, en tout cas en Alsace, hein, peut-être à Paris, c'est pas pareil, mais en Alsace, c'était le cas.
Et du coup, c'est ouais, en 2008 que j'ai commencé à travailler aussi sur mon identité, tu vois, et à accepter que, que j'étais laotienne et que c'était bien et que c'était OK, quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu dis par rapport aussi à Souta, ce que tu avais dit au début, trouver sa place par rapport à notre mixité. Vous, ça à partir de quel moment vous avez su rééquilibrer ces deux parties en vous? Qui veut commencer? Alors, moi, je veux bien continuer si ça vous dérange pas. Euh, Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec mon prénom parce que c'est un prénom atypique. Visuda, tu vois, c'est pas un prénom courant ou qui résonne beaucoup. Donc, j'ai eu du mal à l'accepter pendant toute ma vie. Je leur donnais des surnoms, tu vois, on me surnommait avec des surnoms français. Et j'avais mon rêve, c'était d'avoir un prénom français. Tu vois, j'en voulais presque à mes parents de ne pas avoir donné un prénom français. Et en 2023, j'ai rencontré quelqu'un, un homme qui, lui, il me disait que mon prénom était magnifique. Il m'appelait toujours par mon prénom. D'habitude, mes proches m'appellent par mon surnom. Et un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles par mon prénom alors que même dans le boulot, on me surnomme, on m'appelle jamais par mon prénom. Et il me dit, mais en fait, je le trouve trop beau. Il est magnifique ton prénom. Et en fait, pour moi, ça a été un déclic sur le côté prénom. Et alors, même si ça fait que 3 ans, parce qu'on est en 2026 et c'était en 2023, ça m'a vachement aidé dans l'acceptation et dans le, tu vois, genre maintenant, j'en joue sur mon image, hein, j'en parle. Quand je dis qui je dis que je suis d'origine laotienne, tu vois. Avant, je le disais pas forcément, je n'ai pas besoin de le préciser. Donc, je pense que ma fierté, elle est venue, ouais, en 2023, qui est aussi l'année où j'ai entrepris à Mm. 100%. J'ai commencé l'entrepreneuriat par le consulting en 2020, mais là, j'ai vraiment créé la société, tu vois. Donc, je crois que mon identité, en tout cas, elle s'est bien affirmée, ouais, 2023, quand j'ai créé la boîte et que quelqu'un a eu le geste, la bonté de me dire que mon prénom était très beau, quoi. C'est vrai, il est très beau. Mm. C'est vrai. Est-ce que tu sais la signification de ton prénom? Alors, ma mère me disait que ça veut dire la fille studieuse, rangée, qui fait les choses tu sais, très ordonnées et avec beaucoup d'ambition. Mm. Et on avait regardé, il y avait un moine qui nous avait dit un jour que dans l'ancien sanskrit, en tout cas les anciens textes dans l'ancien royaume, l'équivalent du Siam, ça voulait dire petite étoile. Oh, Super. c'est joli. Voilà. Et vous, du Euh, coup, les filles, c'est ouais. quand ce côté-là, pour répondre à la question de Steven? Donc, à quel moment, en fait, j'ai senti que je me suis reconnectée à mes Ouais, origines. ouais, ou c'est ça Euh, équilibré. Ouais. Ça, c'est, ouais. Je suis un fils. Euh, Déjà, moi aussi, mon prénom, ça veut dire étoile, hein, là aussi. Hein. Donc, moi aussi, pour juste rebondir sur ce que tu dis par rapport au prénom, bah, pendant longtemps, j'ai pas aimé mon prénom aussi. Euh, et c'est plus tard où, finalement, au travers des regards des autres, je me suis rendu compte que quand j'ai eu des compliments sur mon prénom et sur le fait que ça soit super d'avoir une autre origine, que c'était un enrichissement. Au final, après, j'ai regardé ça et je me suis dit, ah ok, je vais commencer à aimer mon prénom, mais c'est vrai qu'au début, j'aimais pas mon prénom du tout. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai fini mes études, ma licence en histoire de l'art, parce qu'à la base, moi, je suis passée par l'histoire de l'art et l'archéologie à Paris pendant une licence. J'ai voulu faire un break d'1 an où je suis partie, du coup, je pense à mes 22 ans, 21-22 ans, je suis partie au Laos pendant 3 mois pour me reconnecter à mes origines parce que comme je suis mixte, en fait, je sentais que quand même le Laos, c'était quand même lointain, que mon père m'avait pas appris la langue, que je connaissais des choses dans la nourriture, dans la musique, dans la danse, mais c'était quand même lointain. Donc, je suis partie à 21-22 ans au Laos. Et en fait, j'ai rencontré des gens sur mon chemin. J'ai aussi visité le nord, le sud. Et j'ai pu travailler là-bas en archéologie. Donc, j'ai travaillé en fait sur un site archéologique dans le sud du Laos, à Champasak, qui s'appelle le Wat Phu, qui est comme, entre guillemets, un peu le petit cousin de Angkor Wat, parce que c'est un peu la même lignée, mais c'est les pré-Khmer. Et du coup, j'ai pu travailler là-bas. Je suis retournée 1 an après sur une nouvelle mission. Et je me suis dit que c'était le moment où ça commençait à s'équilibrer. En tout cas, je commençais à aller au Laos sans mon père.
et aller me créer en tout cas ma propre histoire avec le Laos. Donc c'est à partir de là, à partir de donc début de ma vingtaine. Et après, à chaque fois que je suis retournée pour travailler aussi, ça a été le fait de rééquilibrer. Mais je pense vraiment que là, comme je fais ce que j'aime dans mon métier avec la danse et que je vais au Laos avec la danse, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'année dernière où enfin ça s'est vraiment équilibré en moi, en tout cas. Voilà. Donc 10 ans plus tard, en fait, à mes 31 ans. Et toi, C'est super Sultan? beau. Alors, je pense que ça vient d'un chemin personnel que j'ai abordé déjà à partir de l'âge de 30 ans, donc il y a 15 ans. Je pense que, en fait, ce qui s'est équilibré, c'est que j'avais des questions par rapport à comment se sentir équilibré avec ces deux cultures. J'ai beaucoup parlé, ma mère m'a beaucoup transmis l'histoire de la famille parce que c'est des choses qu'on parlait pas facilement. Donc, à moins de poser des questions, c'est pas des sujets qu'on abordait, voilà, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et de douleur par rapport à tout ça. Mais j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup posé de questions. Ma maman m'a beaucoup transmis ça. On est parti aussi ensemble voyager au Laos, dans la maison familiale à Vientiane. Donc, elle m'a beaucoup expliqué son enfance et son départ du Laos. Et en fait, j'ai eu besoin si vous voulez, je pense que on est une génération qui nous soignons, qui réparons. Et j'ai eu besoin de réparer, d'une certaine manière, d'un point de vue émotionnel, tout ce que ma famille n'avait pas forcément accueilli et qu'elle avait un peu caché sous le tapis. Et donc, cette démarche, je l'ai faite personnellement. J'ai vraiment creusé l'histoire d'immigration, de quitter toutes ses possessions, toutes ses terres et arriver en France avec plus rien et de se reconstruire. Et donc ce chemin personnel m'a beaucoup aidé. En allant vraiment dans le massage, dans la thérapie corporelle, moi-même, je me suis beaucoup soignée personnellement. Et puis aujourd'hui, c'est certain que en étant dans de la transmission, en étant dans le soin de l'autre, mais voilà, d'ouvrir en fait à ces questionnements sur quelles sont nos racines, quelles sont les. En fait, j'ai beaucoup questionné aussi quelles valeurs m'avait inculqué ma famille, qu'est-ce qui avait été vraiment boostant pour moi dans cette vie, mais aussi qu'est-ce qui avait pu être limitant. Par exemple, je vous prends un exemple, la liberté d'expression, par exemple, c'est quelque chose que nous, qui semble acquis, nous, maintenant, dans notre génération et dans notre culture occidentale, mais pour ma famille, la liberté d'expression, de là où ils venaient, c'était impossible. Et mais pour moi, c'était important, pour ma génération à moi. Et donc, si vous voulez, j'ai comme pris le temps d'intégrer toutes les valeurs familiales qu'on m'a inculquées et de voir un petit peu, ok, qu'est-ce qui me rend service et puis qu'est-ce qui va me freiner. Et puis, j'ai l'impression d'avoir quand même pacifié mon histoire qui permet aujourd'hui d'être vraiment enrichie de la culture laotienne et de la culture française, en fait. Voilà. Le système de solidarité nous a beaucoup soutenus. La résilience, forcément. Il y avait une grande exigence dans ma famille également, une grande exigence de réussite. Ça m'a beaucoup porté. Et puis aujourd'hui, ça me porte, mais je n'oublie pas que le plus important, c'est de vivre en authenticité avec soi et donc en alignement avec mes valeurs. Donc, je vise pas forcément la réussite comme la réussite sociale, ce qu'on m'a beaucoup poussé à faire, mais dans ma réussite personnelle qui est d'être entouré d'amour, d'être dans la transmission, de partager quelque chose qui vient du cœur. Voilà, j'essaye vraiment d'aujourd'hui d'être à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, ma maman, qui au début n'a pas forcément toujours compris tous mes choix, elle me soutient, elle me salue dans mes choix parce qu'elle me dit, voilà, tu as vraiment compris comment est-ce que la famille pouvait te soutenir et en même temps, comment est-ce que tu pouvais vivre de manière complètement indépendante. Parce qu'il n'y a rien à faire, je pense, Vissouta, tu as peut-être vécu ça aussi, nous sommes une grande communauté laotienne, et donc moi j'ai 8 oncles et tantes, et voilà, tout le monde a vraiment s'intéresse à tout le monde, on a un système de solidarité, et
Et voilà, moi, pour m'émanciper et vivre complètement ma vie, il a fallu un petit peu que je prenne de la distance pour mieux revenir aussi après, quoi. Ouais, je rebondis, hein, je me permets parce que moi, ça a été pareil. J'ai dû couper un peu le cordon avec la famille en allant faire mes études au Canada, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis aussi de euh, pleinement être plus alignée avec moi-même parce que tu as raison, en fait, j'appelle ça, moi, de l'ingérence bienveillante, tu vois. Parce que c'est beaucoup d'amour, en fait, autour de toi parce qu'ils t'aiment et en fait, mais tout le monde te donne son avis sur tout. Mais c'est de l'amour, en fait, tu vois. Parce Ouais. que, bah, c'est ça, les grandes familles et que, donc, j'ai appris un peu comme toi ou en partant à vivre sans ça et du coup en coupant vraiment physiquement en fait. Mhm. Donc je l'ai fait une première fois quand j'étais au Québec et puis pareil, après 12 ans de vie hein, dans la région parisienne, tu vois, j'ai décidé en 2023 quand j'ai créé ma société de revenir à Strasbourg où il y avait la maison de mes parents, mais j'ai quitté tout le reste de ma famille, tu vois, pour pareil un peu de couper parce que c'est un nouveau projet où tu dois être justement coupé de cette bienveillance, mais qui fait de l'ingérence dans ta vie aussi, quoi. Oui. Un peu comme toi, ouais. Mhm. Même D'ailleurs, si je les aime d'amour, hein. Oui, oui, mais je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens. Là, je vois, ça résonne beaucoup avec les gens qui nous écoutent parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles ou de cultures, c'est fort présent en fait. Et comme tu dis, eux viennent d'une autre situation. Ils sont une génération qui ont été en survie. Et donc leur priorité, ça a été d'être dans l'action, de trouver un moyen de manger, de trouver un moyen de parler la langue, de trouver du travail, etc. Et nous, on est une génération où on a le luxe, parce qu'on a été poussé par nos aînés à faire des études, à réussir sa vie. Et donc, on a ce luxe de choisir sa vie, Mm, finalement. mm, Voilà. clairement. Donc, c'est ça que je dis, on est une génération qui soigne, qui réparons, pour, je pense, laisser place après à une génération qui va finalement avoir plus de facilité à, voilà, ils sont connectés à ce qu'ils ont, à leur nature profonde et ils y vont, quoi. Ils ont un petit peu moins de croyances limitantes peut-être que nous. Mm, c'est clair. Lissouda, j'aimerais bien rebondir sur vraiment une thématique qui me touche aussi beaucoup, l'héritage, la transmission. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la villa Manoli voilà, que tu souhaites, certainement avec ton frère aussi, préserver? Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'appel décisive. La Villa Manoli, c'est quoi? C'est bah, l'ancien chez moi de mon père, enfin chez lui, de mon grand-père. Donc c'est mon grand-père qui a fait construire cette maison historiquement avec de l'autre côté, c'est comme un mas un peu avec deux maisons si tu veux. Et puis ma tante qui a gardé les lieux du coup, qui a vécu là-bas au Laos, la sœur de mon père, une des grandes sœurs de mon papa, a fait faire une extension. Et elle adore tout ce qui est plantes. Donc elle a toujours eu un jardin très très fleuri avec des arbres fruitiers très voilà, elle a toujours on a pris soin. Et puis en fait au départ c'était un petit guest house et puis il a grandi, tu vois. Donc maintenant il y a une quinzaine, vingtaine de chambres. Elles ont gardé le style d'origine. Moi dedans j'ai l'impression des fois que tu sais, c'est chez un antiquaire. Tu retrouves encore des meubles d'antan de ma grand-mère parce qu'elle faisait du tissage Mmh. de soie. Donc elle avait encore certains, tu vois, l'estrade ou certains matériaux en tout cas pour tisser. Et aujourd'hui, on a un peu de la difficulté parce que avec le Covid, etc., il y a eu plus assez de clients à un moment donné et le bâtiment ben, vieillit. C'est des petits détails, mais tu vois, les portes en bois qui sont d'origine, ben, faut commencer à les remplacer. Il y a des choses, des réparations à faire, etc. Et ma tante et mon père ont déjà plus de 70 ans. Ils font comme ils peuvent avec les moyens du bord. Avec mon frère, on essaie d'aider comme on peut, mais c'est pas non plus, tu vois, notre génération ni notre rôle à ce stade-là, parce que c'est à leur niveau. Et puis bon, ma maman aide aussi comme elle peut. Euh, mais c'est vrai que on a une grosse inquiétude parce que mon père ne veut pas vendre parce que ça appartient à mon grand-père et qu'il a encore envie de préserver tout ça. Il y est très attaché. Et en même temps, c'est ma tante qui est propriétaire, donc il y a un petit, tu vois. Mais en tout cas, tout le monde y met du sien pour pouvoir le garder. Je fais de la pub tant que je peux et quand je peux, parce que je voyage beaucoup, donc je rencontre plein de personnes. C'est un lieu encore authentique où il y a quand même le luxe d'avoir une piscine à la capitale. Bon, pour se rafraîchir, c'est pas mal. Mais c'est vrai que les touristes plutôt européens qui viennent, c'est plutôt des baroudeurs qui aiment l'authenticité, la simplicité. C'est pas un hôtel 5 étoiles où tu vas avoir un service très raffiné.
c'est presque comme si tu revenais dans une maison de quelqu'un, tu vois. Donc, c'est ce qu'ils recherchent, la simplicité. Alors oui, t'as pas de fenêtre dans la salle de bain, c'est, tu vois, la moustiquaire et puis le béton. Voilà. T'as pas non plus je sais pas comment on appelle ça, les pots, mais qui servent le savon, ça, dans la salle de bain. Tu vois, on n'a pas c'est pas une grande hôtellerie. Euh, mais on est accueillis par mon papa et ma maman une bonne partie de l'année qui parlent anglais, français. Et tu sais, c'est difficile, on se pose la question parce que en même temps, mon père peut pas faire d'investissement parce qu'il n'a pas la nationalité. Tu vois, il y a plein de choses où tu te dis des fois, tu sais, c'est pas juste, quoi. Tu te dis, euh, ma tante, elle a pas d'enfant et puis elle est veuve, tu vois, donc t'as tout ça qui tourne autour. Mais je perds pas espoir. Je organise prochainement, enfin, j'avais déjà commencé à regarder pour organiser des événements là-bas, des conférences, parce que Dara t'a parlé un petit peu de tes expériences Wallace, mais du coup, bah, moi, j'ai pu en expérimenter là cette année. J'ai organisé une conférence là et un workshop là tout récemment. Et il y a des contrats qui s'ouvrent à moi là-bas, donc dans mon domaine et qui n'a rien à voir avec la culture. Et ouais, j'ai comme idée de redorer, tu vois, l'image, en tout cas d'attirer euh, autour du lieu qui est beau et pourquoi pas promouvoir aussi peut-être des choses ou des ateliers, par exemple à Langue Prabang, tu vois, on peut proposer à nos clients des ateliers d'ara, tu vois, par exemple, voilà. Donc je suis en train de regarder pour des collaborations pour nous aider à éventuellement faire connaître un petit peu et où, tu vois, je me dis on peut héberger des gens et qui viennent en contrepartie faire des travaux de rénovation parce que mon père il est limité quoi. Et puis bah, moi si j'y suis là sur la fin de l'année, mes compétences elles sont dans la tech, hein. Dans la tech, je sais aussi danser tout ça, mais faire des travaux, c'est pas mon truc et voilà. Donc à bon entendeur, si jamais vous voulez venir à la Villa Manoli, c'est avec plaisir qu'on vous accueille contre petits travaux. Ouais, génial. En tout cas, merci de partager. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont certainement venir parce que maintenant, les gens, ils cherchent vraiment le côté authentique, naturel et de plus en plus, d'ailleurs, dans un monde pression, sous pression, quoi. D'ailleurs, vous avez un point commun toutes les trois. Vous êtes entrepreneuses, entrepreneurs, entrepreneuses. Euh, c'est vrai que c'est un métier qu'on parle beaucoup, mais on ne sait pas comment ça se passe de l'intérieur. Donc j'imagine comment ça se passe de votre côté en tant qu'entrepreneuse. Donc j'imagine il y a des hauts, il y a des bas. Comment vous avez à surmonter tout cela? Je vais prendre la parole. C'est- Euh, déjà, j'avais envie de promouvoir sur plein de choses, mais c'est pas grave. Déjà, Tu peux, hein, tu veux. j'ai adoré vous écouter. Euh, mais je pense que je parle un peu de mon père, parce que justement, mon père, vu l'histoire qu'il a en tant que réfugié politique, le but quand il est rentré, quand il est arrivé en France, c'était de pouvoir avoir un travail rapidement. Et comme tu as dit, Souta, l'urgence était de pouvoir travailler, manger. Et du coup, mon père, mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Je viens pas d'une famille du tout entrepreneur. Mes parents, ils ont voulu avoir une vie, je pense, plutôt avec la sécurité d'un travail de salariat. Et du coup, j'ai grandi avec tout l'amour de mes parents, j'ai grandi avec. Euh, J'étais remplie, en tout cas, j'ai jamais eu de manque en étant enfant. Euh, et être, pour moi, entrepreneur, c'est déjà une question de passion, c'est de vouloir euh, créer ma vie au quotidien, créer mes journées, aimer faire ce que je fais. Et, euh, et en fait, c'est vrai que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, euh, je vis une vie qui est à 100% alignée avec mes valeurs, avec ce que je veux, comment je veux le faire, euh, et ouais, comment je veux donner, recevoir. Enfin, en tout cas, je me sens vraiment alignée dans ma journée parce que ce que je fais dans mon travail, j'aime. Alors, bien sûr, j'aime pas tout. Parfois, dans le côté administratif, parfois, oui, il y a des autres côtés où j'aimerais un jour déléguer. Mais en tout cas, j'aime toutes mes journées. J'aime aussi la flexibilité que ça m'apporte, la liberté. Et je sens que mon père, ça le rend aussi fier. J'ai senti la première fois que j'ai travaillé au Laos sur le site archéologique, j'ai senti que mon père était très fier, alors que mon père ne va pas forcément me dire devant moi qu'il est fier.
Mais quand il appelle ses amis et que j'entends qu'il parle de moi en disant Ouais. oui, Dara, elle travaille au Laos et tout ça, ou elle crée un séjour au Laos, là, je sens qu'il me soutient et je sens qu'il est fier. Euh, donc, euh, donc voilà. Souta? Alors, je rejoins beaucoup Dara sur cette qualité de vie qu'on a quand on est entrepreneur. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Chaque année, je me dis, oh, je suis encore là en fait, parce que en fait, être indépendante, venant d'une famille auprès de qui c'était tellement important la sécurité, j'ai dû faire sauter beaucoup de barrières. Donc la première qui était la sécurité. C'était une des premières croyances limitantes qui m'empêchait vraiment de passer le pas. Euh, j'ai, euh, Moi, je suis passée indépendante surtout parce que je voulais avoir une vie de famille qui soit équilibrée, dans laquelle j'avais une liberté au niveau du temps, de la flexibilité, comme tu dis, Dara. Euh, donc, la première croyance à faire sauter, ça a été ça, la sécurité de l'emploi. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait se diversifier. Donc, ça, c'est surtout le Covid qui me l'a appris parce que donc quand avec le confinement, beaucoup de mes bons de commande, enfin, beaucoup de contrats sont terminés. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre tout dans le même panier. Alors moi, je ne vis pas que en fait de massage. Je suis également formatrice et coach. Je travaille en fait, mais toujours dans l'accompagnement individuel et collectif. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment important d'amener les gens dans un équilibre de vie, dans ce chemin personnel et professionnel, parce que pour moi, les deux se rejoignent. Hein. Donc, je travaille vraiment en alignement avec mes valeurs. Et donc, en fait, à chaque fois que je choisis une collaboration, à chaque fois que je choisis euh, euh, quelqu'un avec qui travailler, je questionne mes valeurs et je me dis, voilà, est-ce que ça rentre en lien avec le partage que j'ai envie, l'authenticité et quand la réponse est oui, alors go. Alors j'ai beaucoup ressenti ça. Et puis après, évidemment, il y a besoin de compétences de gestion, bien sûr, et d'être comme on dit, un bon père de famille avec notre entreprise. Et c'est comme ça que je pense que je réussis petit à petit, en fait, finalement, à être durable. Mais je pense que pour être entrepreneur aujourd'hui, voilà, il faut une bonne dose de résilience, c'est vrai, mais il faut surtout bien se connaître et bien s'entourer. Moi, j'ai la chance d'être très bien entourée et de choisir toujours des collaborations qui résonnent avec le cœur et du coup qui sont durables parce qu'on est aligné avec nos valeurs, on travaille voilà, vraiment aligné, on a la même vision du monde et de ce qu'on veut, l'impact qu'on veut avoir dans le monde. Et je pense que quand on garde ça, on peut rarement se tromper après dans les choix qu'on fait, en fait. Non, clairement. Isda? Ouais, non, clairement, je vous rejoins toutes les deux. Moi, ça a été, moi, ce qui m'a permis de tenir. Alors, j'ai pas 15 ans d'expérience d'entrepreneuriat, j'en ai 6 pour l'instant. Et j'ai commencé un peu à prudence, tu vois. J'étais d'abord consultante indépendante avant de passer le cap de la création de la société en 2023. Et moi, clairement, ce qui m'a permis de tenir, enfin, ce qui me permet de tenir aujourd'hui, c'est le soutien infaillible de ma famille. Moi, enfin, mes parents, mon frère, ce sont des piliers, même ma grand-mère qui m'a toujours soutenue, incroyable. Et mon entourage familial qui croit en moi, qui me booste, ça a été. J'ai toujours grandi comme ça, donc en fait, ces piliers-là qui sont là, c'est toujours été important. L'entourage, comme tu disais, hein, Souta, vraiment important. L'entourage aussi pro, je veux dire. Et de se connaître soi-même, mais aussi, tu vois, moi, je sais que je me suis créé une discipline qui n'a rien à voir avec moi d'avant. Il y a vraiment un changement. Moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai quand même cassé, et ça a fait écho, hein, quand tu disais que c'est pas la déception de la famille, mais c'était un peu ça au départ. Tu te dis, tu fais des grandes études, tu t'es endetté pour faire des grosses, belles études et t'es arrivé avec un métier parce que j'ai quitté une carrière professionnelle où j'ai très bien gagné ma vie. Et la même année, je me sépare quand même de mon fiancé, donc je romps des fiançailles, tu quittes ta vie sur Paris, tu deviens célibataire à 35 ans, enfin, et tu montes ta boîte, donc tu es dans une situation précaire, tu reviens vivre chez tes parents. Ça n'a pas été accueilli forcément de manière avec beaucoup de fierté de la part de mon père, mais aujourd'hui, oui, un peu comme toi tu l'exprimais, Dara,
il est super fier que j'ai pu faire une formation sur l'IA en français et en anglais à Vientiane. Tu vois, il a été très fier de m'emmener et puis je le comprends aussi. Euh, ce qui me fait tenir, ouais, c'est un peu dans l'entrepreneuriat, c'est aussi la résilience dont tu parlais. Euh, j'ai toujours gardé en tête, moi, que mes parents, ma mère qui est réfugiée politique et mon père qui faisait ses études en France, de grande famille et tout, en fait, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Mm. Et ils sont passés tu sais, j'ai ce truc en tête on a des chauffeurs, on a des cuisiniers, des gens qui travaillent pour nous, à on doit faire ce travail pour les autres, tu vois. Ils ont commencé par des petits boulots. Et donc, en fait, quand tu grandis avec ce truc-là et que tu te rends compte que tu as le choix, t'as pas envie de faire le choix tu vois, faire un boulot parce qu'il faut juste rentrer de l'argent, etc. Tu as envie de faire un choix aussi, un peu parce qu'il t'amène avec le cœur pour être heureuse toi, pour être bien toi, et renvoyer un peu, comme tu disais, Souta, Mm. l'appareil. Donc toi, tu parlais de soigner, en fait, voilà. Moi, j'ai qu'une envie avec ma société familiale, d'essayer de pouvoir donner que mes parents puissent faire ce qu'ils veulent avec l'argent, tu vois. C'est ça mon but. J'ai pas encore d'enfants, donc j'ai pas de foyer, etc. Et c'est ça un peu, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est ça qui me fait tenir parce qu'en réalité, que ça soit dans le perso ou dans le pro, c'était les mêmes valeurs que j'ai toujours eues et cette loyauté, ce côté famille, et un peu comme toi, Souta, je ne choisis que des collaborations par le cœur et j'ai déjà essayé par le passé de les prendre juste par le rationnel. Mm. Ça marche pas, marche pas. Donc ouais, un mélange de tout ce que vous avez dit avec moi la famille, c'est et ma filleule qui me donne tellement d'amour, t'as pas envie d'échouer, tu vois, tu te dis non, je vais lui montrer que je vais y arriver. J'ai Mais du envie coup, que la personne soit fière. ta famille te soutienne, mais verbalement en fait. En fait, Les ils me mots, soutiennent avec leur amour. ok. C'est pas du soutien business, hein, parce que personne comprend trop ce que je fais. C'est un peu comme ça. Et ça a toujours été comme ça, tu vois. Mais ils sont là, tu vois. Ma mère, bon, il est minuit, donc là, elle m'a dit, je pourrais pas venir à ton live, mais elle vient. Dès qu'elle peut venir à mes conférences, elle vient, tu vois. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est ce soutien-là, c'est des, mes nièces qui me disent, Tata, on est trop fiers de toi. Tu vois, ça, moi, quand ma nièce, enfin, mes nièces, elle me dit ça, je, tu continues, tu sais, même quand c'est dur, même quand du coup, parce Ouais. que moi, je suis au début encore, tu vois, ça fait que 3 ans, enfin, ça fait 1 an et demi de commercialisation. Bah, quand c'est dur et que tu travailles, tu t'acharnes, mais que l'équilibre trésorerie n'est pas encore top, tu lis les messages de ta nièce et puis tu gardes la motive comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est en tout cas, voilà. Ouais. En fait, tu sais, ça, ce que tu dis, ça me fait vraiment écho à, on a vraiment pris le meilleur des deux cultures. Parce qu'au De fond, ouf. prendre la résilience qu'on nous a inculquée, qu'on nous a transmis dans notre famille, qu'on peut vraiment pas, enfin, qu'on est obligé d'honorer, en fait. On pourrait pas procrastiner, rester assis sur le canapé et pas se le relever d'un échec. Et en même temps, moi, j'entends dans ce que tu dis, c'est prendre sa place. Parce que et ça, c'est quelque chose, je trouve, en Occident, ils ont peut-être plus facile, en fait. Ou là, où on est dans une culture un peu plus discrète, un peu plus soumise, ou plus, voilà, on n'ose pas trop mettre, voilà, travailler au niveau de l'estime de soi, à la hauteur de notre valeur, vous voyez. Et moi, je trouve que c'est ça, moi, aujourd'hui, dans ton entrepreneuriat, de ce que j'entends, c'est vraiment, moi, j'assume d'être les deux, j'assume d'être une femme qui a envie d'entreprendre, qui a envie d'aller saisir l'opportunité, voilà, d'être vue, de faire des conférences quand même, de parler de l'IA, quelque chose de très actuel. Et en même temps, je vais être portée par cet héritage familial qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours montré que on va de l'avant. Et moi, je suis portée aussi, hein. Ma maman qui me dit, voilà, je suis très fière de toi, moi aussi, je suis très fière de toi, maman, parce que elle m'a montré l'exemple. Comme tu dis, quitter Vientiane, quitter ses maisons, ses terres pour arriver en France sans parler le français. Au premier emploi qu'elle a eu, on lui a dit, vous parlez bien français, madame? Elle connaissait 2 mots. Elle a dit oui. Et l'anglais? Oui. Et puis c'est pas grave, on se débrouille quand le problème viendra, on se débrouille sur le terrain. Et donc voilà, moi elle m'inspire beaucoup et c'est sûr que dans ma façon d'entreprendre, je pense beaucoup à ma maman et je fais honneur à tout ce qu'elle m'a inculqué, ouais. J'ai envie de rebondir parce que Oui, vas-y. moi aussi, ça me parle rapidement, mais ça me parle parce que, en fait, entreprendre aujourd'hui, c'est presque un choix, mais enfin, c'est une évidence pour moi parce que je me suis toujours dit, j'ai envie de redonner au Laos, puisque, en fait, ce que je suis physiquement, je sais que j'ai du côté français, mais je suis aussi beaucoup laotienne physiquement.
Et toutes ces choses, plus tout l'héritage invisible aussi que Laos m'a apporté, c'est tellement une richesse que j'ai envie de redonner au Laos et j'ai envie de me reconnecter plus à lui. Et du coup, j'ai perdu ma pensée. Mais oui, pour moi, c'est une évidence d'entreprendre parce que je me suis demandé pourquoi, à un moment donné, j'avais la vie que j'avais aujourd'hui. Mon père et du coup est un homme qui a pu étudier au Laos et avoir une bourse pour arriver en France et étudier en France avant que le régime change. Et du coup, je sais que ses sœurs, qui étaient du coup des femmes, pouvaient pas partir parce qu'elles n'avaient pas eu le droit à la bourse et même pouvoir étudier en tant que femme, c'était moins, en tout cas, présent dans ma famille. Du coup, je sais que si j'ai cette vie, c'est parce que du côté laotien, c'est mon père en fait qui m'apporte ses origines et que mon père ensuite a pu rentrer en France, encore étudier et du coup, il a réussi à avoir un bon travail qui fait que j'ai aussi eu une bonne enfance. Et en fait, tout ça a un sens. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai envie de redonner au Laos parce que je sais que j'ai la chance, enfin, j'ai quand même des privilèges et je sais d'où ça vient. Et je sais que c'est parce que aussi mon père est un homme en fait et qu'il a pu étudier et que en fait il n'y avait pas d'accès aux études pour mes tantes. Donc ça m'a toujours un peu fait mal au cœur de savoir ça. Et du coup j'ai envie aussi d'entreprendre parce que j'ai envie de, par ce que je fais, pouvoir redonner au Laos. Ça me paraît évident pour moi. C'est beau, ça. C'est beau. Le temps passe vite, les filles. Peut-être une dernière question qui va quelque part rejoindre tout ce qu'on a dit. Quel message vous souhaiterez transmettre aux personnes qui ont des origines Lao, mais ça ne peut pas forcément qu'au Lao, hein, même des personnes qui ont une autre origine. Quel conseil, enfin, quel message vous souhaiterez leur transmettre pour les inciter à découvrir le Laos, d'aller là-bas? Ouais. Souta? Allez. Ah, j'attendais plutôt les autres. Surtout Ah, d'accord. de trouver une- Tu préfères attendre? Je, euh, je peux Alors, commencer parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont d'origine laotienne qui ne vont pas au Laos parce qu'elles ont peur de voir un présent qui n'est pas comme le passé, puisque le Laos a changé pour certaines personnes. En tout cas, je leur dirais, et à toutes les autres personnes qui voudraient un jour revenir sur leur terre d'origine, de savoir qu'en fait, on dit souvent que c'était plus beau avant dans le passé, mais il y a toujours de la beauté à créer et même à voir, à contempler aujourd'hui. Alors c'est pas forcément voilà toujours comme avant, comme ce qu'on a pu connaître ou comment nos grands-parents ont connu, mais je pense que c'est important d'aller sur ces terres. Voilà. Je poursuivre avec ce que tu disais toi, Dara. En tout cas, aux personnes qui ont vécu à Laos et qui refusent d'y retourner, pour l'instant, enfin, si c'était ça la question, c'était au sein, les gens qui sont du Laos et qui veulent pas y retourner, et puis peut-être donner envie à d'autres personnes d'y venir. Moi, j'ai un regard complètement différent du Laos parce que on l'a visité du nord au sud. Je l'ai fait une fois du nord au sud et j'ai fait le nord là récemment. Moi, le regard que j'ai sur le Laos, c'est des personnes qui sont simples, un peuple qui est incroyablement genre, mais riche d'amour en fait. Les portes sont toujours ouvertes, ils sont toujours prêts à rendre service, à faire la fête, à apprendre, parce que moi on me pose tout le temps la question, on voit que je suis physiquement laotienne, je parle laotien couramment, donc ils sont interpellés, ils disent mais tu viens d'où en fait? Et souvent je suis avec des Européens, donc en fait ça interpelle beaucoup. Du coup j'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler et même si c'est vrai, c'est encore un pays qui est en voie de développement, et évidemment qu'il y a des choses à améliorer dans ce pays, on est d'accord, et dans la façon de travailler, etc. Mais quand bien même, c'est un peuple vraiment où moi, ça m'a remis en fait les pendules à l'heure de mon confort, on va dire, européen. Euh, ça m'a remise un peu qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Et en fait, si ces personnes-là qui ont grandi au Laos et qui, oui, ont peur de ne pas retrouver ce qui était dans le passé, venez faire juste un retour aux sources pour rien que identifier justement
c'est quoi qui est important dans votre vie. Et vous verrez que ce pays est vraiment un peuple simple, très simple. Quand vous allez dans le sud, très simple. Il y a tous ceux qui n'ont pas encore découvert le pays. C'est un peuple très simple. Il y a aussi des belles choses à découvrir. Maintenant, il y a bien d'infrastructures. Il y a des musées qui se construisent, des musées autour de la soie, des musées autour de l'histoire. On peut apprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé avec le régime. On peut même visiter l'ancien palais à certains moments. Donc, n'hésitez pas à venir et la culture est très riche et la nourriture est très bonne aussi. Toujours, ça n'a pas changé ça. Toi, Souta? Alors moi, je vais parler de réconciliation, en fait, parce que je lis un peu ici dans le chat ce que nous partagent les internautes, hein, en parlant du fait que parfois, quand on est immigré, revenir dans sa terre d'origine, c'est réveiller la souffrance. Autant déjà pour soi, parce qu'on porte finalement un peu la souffrance aussi de nos aînés. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie au Laos, je me suis fait une idée du Laos et c'était pas teinté de l'expérience qu'avait eue ma famille. Et donc ça m'a réconciliée parce que, comme tu dis, Dara, et Vissouda, quand je suis partie à Luang Prabang, j'ai été vraiment fascinée par la lenteur de vivre, par les moines bouddhistes qui étaient tellement interpellés de rencontrer des franco-laotiens qui venaient, et ils étaient très curieux de comment on vivait là-bas et les métiers qu'on avait, même en tant que femme. Hein. Et je trouve que ça crée un pont. Alors, je reviens encore avec ça, mais si on y retourne, c'est aussi pour créer un pont, c'est pour comprendre leur culture, mais aussi que eux comprennent notre culture et finalement sortir de ce pays en voie de développement pour qu'ils puissent garder leur richesse et aussi savoir mais comment ça se passe dans un pays un peu plus développé, qui ont plus de matériel, plus de capitalisme aussi, mais ça permet en fait, je trouve, d'équilibrer la balance. Alors alors au-delà d'y retourner déjà pour au niveau pacifier son histoire, je dirais aussi c'est pour créer ce pont et pour que tout le monde comme tu dis, Vissouda, ça me parle beaucoup. Savoir que là-bas, les gens vont travailler au marché et ils vont gagner. Ce qu'ils gagnent au marché, c'est ce qu'ils vont pouvoir manger dans la journée. On n'est plus du tout dans le même système que nous. On a un salaire tous les mois, voilà. Et donc on reconnaît, on a de la gratitude pour la vie qu'on a menée. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour tout le système qu'a mis en place ma famille pour me permettre, pour notre génération, nous permettre de faire des études. Je suis reconnaissante de tout ça et certainement quand je vais là-bas, je sais bien que je suis privilégiée. Mais du coup, ça me permet aussi de mettre encore plus, d'être encore plus, de reconnaissante pour la vie que je mène, quoi. Outre, voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois. Krop Chai. Top pour chai. ce super moment. Et alors, petit tour d'horizon. Alors, on va commencer par toi, Dara. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, simplement sur Dara Dancing. Okay. Donc voilà, simplement. Au Donc plaisir. là, c'est sur Instagram Et merci pour pour le live. pour construire. Ouais. Oui, et tout ça. Et merci Steven et merci aux filles. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. C'est très fort pour moi de vous entendre parler. Merci. On le ressent en tout cas. Ouais. Merci Dara. Merci Dara, c'est réciproque. Hein. Toi, Vissouda, oui. Non, je disais, on sent l'énergie. Oui, pardon. on sent l'énergie. On peut me retrouver sur Instagram. Sur Instagram, vissouda.eval et sur LinkedIn, Vissouda pour 10 minutes à charge mentale dans la Clia. Ok. Et je ferai une petite description pour la Villa Manoli aussi. Et toi, Souta? Donc moi, on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, Souta Kanyavong. J'ai également mon site web, Sabai by Souta. Voilà, où vous trouverez donc tous mes soins, tous mes services. Voilà, sachez que voilà, je suis en Belgique. Super. Je mettrai tout en description. Je suis aussi ravie de cet échange. Merci beaucoup Steven d'avoir invité, nous avoir invités à nous réunir. Je suis juste un peu déçue de pas en avoir appris plus sur toi. Voilà, je me dis que prochaine fois c'est nous qui allons animer un live pour en savoir plus sur Steven. Voilà. Mais merci pour cet échange, les filles. Vous avez été hyper inspirantes et
ça fait vraiment beaucoup de bien aussi de se sentir, d'avoir tellement de choses en commun. Voilà, ça fait Ouais, du bien. ouais. Je pense qu'il faut que tu organises un événement retrouvailles, Steven, avec toutes les personnes que tu as Ah, t'es pas interviewées. la première à me dire ça, tu sais. Ouais. Voilà, on sera pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Peut-être à mon retour Ouais, de France. Ouais, alors donc moi aussi, du coup, petite actualité, le projet Sabaody Run avance très très bien. Donc là, je vais partir pendant un an en Asie du Sud-Est pour faire 11 marathons, donc un marathon par mois. Donc ça va être une sacrée aventure. Pareil, comme les filles, hein, c'est une démarche pour retrouver ses racines, se reconnecter à soi-même et aussi apporter un message de paix et d'amitié entre les peuples d'Asie du Sud-Est parce qu'en ce moment, ça se passe pas très bien, notamment au Cambodge, Thaïlande. Et moi, à travers le sport, je souhaite vraiment voilà, créer un pont d'amitié, quoi. Donc, on va, on va faire ça voilà, bientôt, là, au mois d'août. Donc, dans pas mais oui, longtemps. on va suivre ça. On va suivre ça de près, ouais. Merci. Ben, n'empêche que je continuerai à faire mes petites interviews en visio, là. Donc, en tout cas, c'est vraiment toujours un plaisir de entendre des témoignages et de mettre en lumière des femmes, en plus d'origine Lao. Ça fait vraiment plaisir. Ça montre vraiment qu'on n'est pas que voilà des gens discrets qui nous ont pas parlé ou qui parlent pas assez fort. C'est juste qu'il faut tendre juste le micro, quoi. Ouais, Voilà. merci. Et vraiment, longue vie à Sabaody Podcast. Ce que tu fais, c'est merveilleux. Voilà, j'ai hâte de connaître la suite. Merci aussi à tous Mm. les gens qui nous ont regardés et qui nous ont partagé aussi voilà, leurs ressentis et leur histoire. Merci à ta maman, Souta, qui était là. Merci à Elle vous est trois, toujours ça a en été. soutien. En tout cas, merci beaucoup, Steven. Merci, Quentin Leider. Merci à vous. Merci aussi à vous deux. Et ça a été une rencontre incroyable. J'espère qu'on restera en contact et qu'on se Oui. verra peut-être au Laos. J'espère, un jour. C'est génial. En tout cas, j'espère. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Allez, très bien. Merci à toutes et puis à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ouais.